J'ai jamais rêvé d'être champion. J'ai même jamais rêvé de faire du MMA. J'ai jamais eu d'objectif en MMA. C'est très dur d'expliquer pourquoi j'ai fait ça. J'aime dire que c'est parce que je sais ni chanter ni danser. Parce que je pense que ça m'a choisi, c'est comme ça, il y a des choses qui s'expliquent pas. J'écoutais mon instinct, c'est tout. Arte Radio, Profil. Je me suis jamais battu en dehors d'une cage. Je déteste la violence. C'est peut-être la seule chose envers quoi j'ai de la haine, c'est bien la violence. Je m'appelle Norman Lasker et j'ai 34 ans. Mon nom de sportif, c'était Norman Parisi. J'ai choisi le nom Lasker parce que c'est le nom de ma mère. Et c'est elle qui a fait le travail après tout, donc ça me paraissait naturel. Ma mère est une femme extraordinaire, prof de lettres, de latin, de grec. Et mon père était ouvrier dans l'usine Facom. Je pense que tous mes profs se rappellent de moi, ça c'est sûr. Un enfant turbulent, jamais méchant, mais j'avais du mal à rester en place. Je pense que j'avais de l'énergie, je pense que j'étais curieux, je pense que j'étais mélancolique. Un drôle d'enfant, ouais. Quand j'étais jeune, je traînais souvent avec les mecs cool de l'école, les skateurs, les mecs chouettes. Et des fois, il y a des gens qui venaient emmerder, etc. Et je me suis rendu compte que ces gens-là, ils respectaient que la force. Donc oui, c'est vrai que ça donne une certaine liberté, mais c'était plus la liberté qui m'intéressait. Personnellement, il n'y a pas eu un événement déclencheur, mais c'est vrai que voir des gens que j'aimais se faire rabaisser ou intimider, ouais, j'aimais pas ça. Et du coup, je me suis dit non, moi, ça m'arrivera pas. Donc ça m'est jamais arrivé parce que très tôt, j'ai compris que l'homme bête ne comprenait que la force. Le MMA est un sport violent, est un sport extrême, mais il n'est pas pratiqué, pour moi, par les deux protagonistes avec violence. Car la violence est une agression, c'est quand il n'y a pas le consentement. Une nana qui se fait siffler dans la rue, c'est violent, elle n'a rien demandé. Nous, 6 mois à l'avance, on signe des contrats et on veut être là. Mon premier contact avec ce sport, j'avais 15 ans. Et à l'époque, j'ai un cousin qui habite à Villeneuve-Triage. Et j'allais souvent le voir. Et il y avait un des grands qui pratiquait déjà. Et quand il nous voyait, il adorait nous faire des clés, nous mettre des clés de bras, des guillotines. C'était sa manière à lui, je pense, de nous dire qu'on n'était pas tout puissant. Ça a marché. Et moi, j'étais tout de suite fasciné, en fait, par la facilité avec laquelle il nous maîtrisait. Donc j'ai voulu apprendre. Il m'a dit, il y a une salle, là, à Paris, vas-y. Gauche, droite, gauche. Au bout du deuxième cours, on me dit, ouais, dans 2 semaines, il y a une compète. Et pour moi, j'étais compétiteur, j'ai pas réalisé. Et je me suis retrouvé contre un mec déjà très expérimenté, qui était déjà pro. Et je me suis fait démolir. Mais j'ai tenu jusqu'à la fin. Et j'ai adoré ça. Bizarrement, j'ai vraiment aimé cette sensation. Bien que j'ai perdu, j'ai fini avec un bras cassé. Et le même jour, je me rappelle qu'il y a une nana qui s'appelait Madison, qui était une fille incroyable aussi, qui était forte comme 4 mecs. Et son mec voulait pas qu'elle boxe ce jour-là. Et il s'était pointé dans la salle, et l'organisateur de l'époque l'avait étranglé pour le calmer, parce qu'il était très virulent. Et il était revenu avec des amis à lui, et ils avaient mis des coups de feu sur la salle, quoi. On a été obligés d'annuler. C'était un peu le Far West, ouais. Moi, j'ai grandi avec ma mère, qui est une femme qui, je pense, a vraiment une compréhension au sens large des choses. Et depuis jeune, j'ai toujours voulu faire plaisir en lui disant « Mais qu'est-ce que tu aimerais que je fasse comme métier? Qu'est-ce qui te rendrait fier ?» Elle avait cette réponse que j'ai détestée longtemps. Elle me disait « Je veux que tu sois un homme. » Et Dieu sait que je lui en voulais, parce que pour moi, ça voulait rien dire. Je disais « Mais tu me réponds pas, là. » Et j'avais beau essayer année après année de lui en parler, elle me disait toujours la même chose. Et je comprenais pas. Et quand je me rappelle, quand j'avais 16 ans, je lui ai dit « Maman, je pars au Brésil, je vais combattre, blablabla. » Elle a eu cette phrase, elle m'a dit « Prends la poubelle en descendant. » J'ai dit « Mais maman, tu vas pas me revoir tout de suite, là, je vais au Brésil. » Elle m'a dit « Prends la poubelle. » Et en revenant en France, ça y est, on m'avait perdu. On m'avait perdu
J'avais pris une trop grande bouffée de liberté. Quand je pense au combat, il y a des bruits, des sons, des images, des odeurs. La rétine de mon adversaire, je vois le sentiment au début de confiance en lui, énorme. Il a l'air indestructible, presque au point de faire peur. Et quand les rondes avancent, cette lumière disparaît, elle laisse place au doute. Il y a l'odeur des vestiaires que je ne supporte plus. L'odeur des gants, ça sent pas bon. Le bruit de la foule, le bruit du ring, du sol, des musiques, des voyages, les visages familiers, il y a les préparations à l'aéroport. Et la cage a beaucoup joué dans l'interdiction du MMA en France pendant longtemps, parce que déjà le terme cage, il est fort. On pense tout de suite aux animaux. Il s'agit d'un grillage donc souple, c'est pas des barreaux. Et à la base, c'est juste fait pour, contrairement à la boxe, il y a de la lutte, donc pour pas qu'on se retrouve à passer à travers des cordes. Mais c'est vrai que dans le marketing, ils ont vraiment mis en avant le côté sauvage, le côté animal, qui attire l'œil pervers du spectateur. En tant qu'athlète, cage, ring, dans un bac à sable, j'aurais fait la même chose. Mais c'est vrai que quand tu entends le verrou de la cage se fermer et que ton adversaire est en face, c'est vrai que ce bruit, ce loquet d'acier, ça fait toujours une petite décharge dans la colonne vertébrale. La peur, c'est mon meilleur ami. Elle a été là depuis le jour des premiers cris. Hein. Dès la naissance, elle est avec nous. Il y en a qui la regardent pas. Moi, elle m'a pas trop laissé le choix. Elle a toujours été là, j'ai toujours eu peur. Mais elle m'attire. J'ai toujours senti que c'est dans les choses qui me faisaient peur qu'il y avait un salut. Et quelqu'un qui n'a pas peur, c'est un inconscient ou un fou, parce que la vie est terrifiante. Et dans des sports comme ça, on est tout de suite mis face à ces peurs. Et la seule manière, c'est de les affronter. Et quand on arrive à le faire, on est libre. Et ça, c'est jouissif. Oui, il y a pas mal de types de combattants, surtout au début du MMA où il y avait des experts plus en boxe, d'autres en lutte, d'autres en judo. Aujourd'hui, c'est plus homogène. J'ai commencé par le sol, donc au début, j'étais un expert du sol, un grappleur. J'ai beaucoup étudié la lutte, j'ai beaucoup étudié le jiu-jitsu. Et après, je me suis perfectionné en boxe et j'ai préféré le combat debout. Donc j'ai la chance d'être très complet. Et le public préférant les combats debout, j'ai vite compris qu'il fallait être bon debout, parce que c'est ce que les gens préfèrent voir. Comme je dis souvent, on joue au foot, on joue au tennis. Mais on ne joue pas au MMA, on ne joue pas à la boxe. Parce que derrière, les conséquences sont quand même autres qu'un 2-0 ou 3-0. Ça peut aller à des hospitalisations, à des comas. C'est déjà arrivé des décès en boxe, donc j'ai du mal avec la notion de jeu. Je pense qu'il y a quand même un truc, une dramaturgie au-dessus qui fait que c'est pas que du jeu. On fait la guerre un peu, plus que le sport quand même. J'aime pas le terme de sportif parce que je suis un combattant et c'est notre race complètement. Ouais. C'est juste l'être humain qui ne se laisse pas faire. C'est ça un combattant pour moi. Qui se pose des questions avant de manger ce qu'on lui sert, qui n'accepte pas pour accepter. Et si ça en vaut la peine, qui combat. En 3 minutes de 5 minutes. Mesdames, messieurs, accrochez-vous. Quand il y a un accident de voiture sur l'autoroute, les gens ralentissent. Je pense pas qu'ils ralentissent parce qu'ils sont médecins. Je pense qu'ils ralentissent parce que dans leur subconscient, ils espèrent voir du sang ou un mort. Ils se le disent pas, mais je pense que dans l'inconscient humain, il y a une fascination réelle pour la violence, comme pour le sexe. Je pense que c'est les deux piliers de l'homme actuel. Du coup, le MMA attire, parce que ça rappelle un peu l'époque des gladiateurs. Et de voir ce défi de puissance, qui sera le plus fort. Il vient de France, de Paris, un spécialiste en pancras jiu-jitsu brésilien. C'est un combattant complet, Monsieur Norman Parisi. J'ai des souvenirs quand je combattais dans certains endroits en Hollande, en Suisse, d'avoir des tables VIP au premier rang où les gens mangeaient des langoustes et buvaient du champagne
pendant que vous êtes en train de jouer un peu votre vie, quand vous êtes un peu de mauvaise humeur, c'est vrai que vous pouvez un peu leur en vouloir à ces gens-là. Mais c'est juste un public qui vient chercher peut-être quelque chose qu'ils n'ont pas. L'expression baiser avec la bite d'un autre, ouais, je pense qu'elle se passe de commentaires. Et c'est le divertissement au sens large au final. C'est vrai qu'au début, il y a toujours une partie d'observation dans un combat. On veut prendre le rythme du combat, voir qui en a en face de soi. Un peu comme dans la vie, on se lance pas comme ça. Comme dans une relation, comme dans tout, faut se sentir un peu au début. Et moi, je pense que j'étais connu quand même pour mon agressivité, quoi. J'allais de l'avant. J'ai fait beaucoup de combats qui ont été à la décision, parce que j'étais résilient. Enfin, c'était dur de me finir. Hein. C'est vrai que j'étais dur à finir, quoi. J'aurais pas aimé m'affronter. Tous mes combats ont lieu hors de nos frontières, à part le dernier. Et je regrette vraiment pas. Je suis content d'avoir fait partie de cette génération parce que je pense que ça me ressemblait. Au final, de par ma personnalité, il y avait un truc d'explorateur et qui m'a permis pas de faire du tourisme, mais réellement de voyager. Il y a eu le Brésil, il y a eu la Californie, il y a eu Miami, il y a eu le Canada, il y a eu la Corée, il y a eu la Russie, il y a eu la Jordanie. Quand je partais toujours à l'arrache, quoi. J'avais juste assez pour mon billet et voilà, 500 balles en poche. Et je savais que je pouvais compter sur cette communauté, parce qu'il y a une vraie communauté dans les fighters. C'est vraiment le sport où il y a une vraie entraide. Ça, il y a des adversaires que j'ai boxés il y a 5-6 ans qui m'envoient des photos de leurs filles. Enfin, il y a ce respect-là. Donc, je savais que quelqu'un finirait par au moins me loger ou quelque chose comme ça. Et après, j'aurais les bourses de mes combats qui me permettaient de vivre. Mais il y a eu des entre-deux, oui, où quand j'étais en Californie, Los Angeles, qui n'est pas la ville la moins chère du monde, où j'ai dormi pendant des mois dans ma voiture. J'ai déjà dormi sur la plage à Rio. J'ai dormi dans des chaufferies à Miami, ouais. Mais bon, ça, c'est des bons souvenirs avec le recul. Mais j'ai dormi dans beaucoup de palaces aussi. Hein. Quand j'ai combattu en Russie, c'était pour l'anniversaire de Fedor. Et il y avait plein de personnalités russes qui étaient là, des hommes de la politique et tout. Et à la fin du combat, pour nous remercier, il m'avait offert un ours. Je m'attendais pas trop à ça. Et j'en ai profité une journée, mais j'ai pas pu le ramener. Et des fois, il me manque. J'aurais pu avoir un ours. Voilà. Et aussi, je me rappelle, dans les vestiaires, il y avait des soldats avec des kalachnikovs qui nous observaient. J'ai jamais trop compris pourquoi, quoi. C'est vrai que je me suis échauffé avec un mec en armes qui te regarde. C'est la Russie, quoi. La Russie, on avait un chauffeur qui avait la moitié du visage qui s'était fait éclater par un obus, qui avait un visage métallique, comme dans les films de science-fiction. Et il nous expliquait que si on avait des problèmes, que s'il y a des gens qui nous dérangeaient, il fallait lui dire, quoi. Je sais pas ce qu'il voulait dire par là, mais ouais, la Russie, c'est un pays extrême. Le MMA est un sport qui génère beaucoup d'argent, mais au début, les premiers combats sont même gratuits, il faut faire ses preuves. Déjà montrer qu'on est digne de divertir. Donc c'est des combats amateurs sans rémunération. Et après, mes premiers combats m'ont été en Angleterre, dans des pubs où je gagnais 300 livres. Puis après, le circuit européen, russe, où ça commence à monter, 3, 4, 5 000 euros. Puis les États-Unis, où là, quand j'avais aux États-Unis, j'ai eu des bourses qui sont montées jusqu'à 50, 60. Vous pouvez vraiment gagner de l'argent, mais sachant que derrière, il y a des managers, il y a des taxes à payer, mais bon, ça comme tout le monde. Mais il y a des athlètes qui gagnent des millions, hein. Donc ça va de 100 livres à $1 million selon votre pouvoir à attirer les foules. La préparation pour un combat, ça dure en général entre 8 et 10 semaines, selon le niveau de forme dans lequel on est. Parce qu'entre les combats, c'est là que je dis que les athlètes de MMA ne sont pas des sportifs comme les autres, c'est qu'on a tendance à énormément se relâcher. Et donc avoir une hygiène de vie souvent pas terrible, il faut tout reprendre à zéro. La préparation, elle est dure. On va tous les jours dans le rouge quand on se fait du mal à la salle avec des sparring. Les sparring, c'est des combats à la salle, mais avec des protections.
On fait beaucoup de travail de cardio, c'est des fractionnés, de la nage, du vélo. Et c'est des séances à la fin, on vomit souvent, quoi. Voilà, encore. Et c'est jamais assez, quoi. On veut être prêt le jour J. Et une phrase qui est très récurrente chez les boxeurs, c'est entraînement dur, combat facile. Je pense qu'elle résume bien le truc. C'est un rapport très fort, le rapport coach-boxeur. Ça devient vraiment... Enfin, vous passez plus de temps avec lui qu'avec votre copine, donc forcément. Et il faut une énorme confiance qu'il y ait un peu votre vie entre ses mains. C'est lui qui sait jusqu'où vous pouvez aller. C'est lui qui sait s'il doit jeter l'éponge ou pas. Et je pense qu'avec le recul, ils sont presque... J'irai plus loin, ils ont servi de père d'adoption pour moi. Et il y en a au moins 3 que j'ai en tête qui ont été des vrais mentors pour moi. Il y a eu Achille Mbunimo. Au début, j'étais spécialiste en jiu-jitsu, donc il n'y a pas beaucoup d'impact. J'étais pas le plus grand striker, la partie boxe. Et il m'a vraiment donné la notion de dépassement, de méchant, mais au bon sens du terme. Après m'être entraîné avec Achille, je savais qu'aucun adversaire m'arrêterait. D'ailleurs, j'ai jamais été mis KO. Avec bienveillance, il vous emmène en enfer. Voilà, c'est ça, Achille. Et Hannibal, on se croirait dans un péplum. Hannibal avait cette phrase superbe qui m'est restée, il m'a lavé le cerveau avec ça, qui était garder le corps sauvage et discipliner l'esprit. Et le 3e, c'est Jucao, qui est brésilien, qui est un gars des favelas, et aujourd'hui il habite à Atlanta, il vit le rêve américain, il a une académie avec plus de 1000 adhérents, et qui est le symbole de la résilience pour moi, et un homme d'une grande générosité. Quand on avance dans la préparation, en général, quand on commence, on est assez lourd. Il y a des catégories à respecter. Et la pesée a lieu la veille. Et beaucoup d'athlètes se déshydratent pour être au poids le jour J. Pour ma part, je perdais à peu près entre 6 et 10 kilos. Et là, on fait ça en 24 heures. Donc, c'est un régime sans aucun sodium, donc aucun sel. On bouffe que des amandes. On boit de l'eau distillée. C'est l'eau que vous mettez dans vos fer à repasser. Je préfère les mojitos. On s'enferme dans un sauna avec des kawaii en plastique et on recouvert d'une crème. Et la crème albolène, c'est une crème à la base qui est démaquillante mais qui permet d'ouvrir les pores de la peau pour plus transpirer. Et comme un poulet rôti, on fait 10 minutes, on retourne à chaque côté, on retourne jusqu'à ce qu'on fasse le poids, quoi. Donc tout ce processus, c'est ce qu'on appelle, c'est un terme anglo-saxon de cutting, de couper, cutting way. Mais j'ai appris que la pesée était à la veille, parce qu'à la base, les combats ont lieu dans des casinos. Et ça faisait juste une attraction en plus pour les touristes, en fait. Donc les gens aiment nous voir en slip la veille, dans le casino. C'est un petit plus. Nous, ça nous coûte nos reins et le reste, mais bon, ainsi soit-il, hein. Le rapport à la douleur, il est assez simple. En tant que combattant, la douleur, on la méprise. On la méprise, on l'écoute pas. On l'écoute pas, on la respecte pas, on lui donne pas d'importance. On la méprise réellement. Je lisais un truc sur Théodore Monod, qui est un homme que j'aime beaucoup quand il traversait le désert. Il expliquait qu'au début, il faisait ça avec des claquettes, puis pieds nus, et qu'à un moment, le talon se fendait, et qu'il recousait ça avec du tendon de gazelle, et qu'il avait mal, mais que la douleur, eh bien, il doit traverser son désert, donc elle est vraiment secondaire, quoi. On s'arrête pas à ça, du tout. Pendant le combat, c'est vrai qu'il y a un très fort niveau d'adrénaline qui fait qu'on est quasiment anesthésié. Mais le lendemain matin, on n'est qu'une grande... on est une plaie énorme, quoi. On a envie d'appeler un Uber pour aller aux chiottes, quoi. C'est terrible, c'est terrible. Dans les sports de combat, le dopage existe. Il existe dans tous les sports. Ce qui s'est passé, c'est que l'UFC a fait un vrai travail au niveau des contrôles, donc aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Mais quand j'étais jeune, au Brésil, on m'a déjà proposé des machins. J'ai essayé une fois, ça m'a rendu malade comme un chien. Donc moi, je m'en suis jamais servi.
Et au long terme, les gens que j'ai connus qui ont recours, ça les a pas rendus meilleurs. Je pense que c'est une béquille. Le MMA, c'est beaucoup de lucidité et de courage. Et je pense que la pilule pour le courage, elle n'a pas encore été créée. Hein. Le moment du vestiaire, c'est un moment que aucun boxeur n'aime. Aucun, parce que vous êtes si proche de votre but après 10 semaines de préparation et les minutes sont interminables. Et il n'y a plus rien à faire, on peut même pas se défouler en s'entraînant parce que le travail est fait. Et c'est le moment où il faut vraiment être fort en fait, parce que c'est là que dans l'esprit il y a cette danse de doute et d'envie. Et de doute et d'envie, et c'est une danse qui ne s'arrête pas jusqu'au moment où on prononce votre nom, où le régisseur vient vous chercher et vous traversez cette allée pour arriver sur ce que j'appelle le carré magique. Mais une fois dessus, par contre, vous vous sentez comme un dieu, là, les doutes disparaissent et vous savez pourquoi vous êtes là. Dans la deuxième partie de ma carrière, j'étais quasiment tout le temps le main event, le combat principal, donc je combattais à la fin. Et je voyais des mecs rentrer dans le vestiaire, le nez en vrac, l'œil pété, le bras en train de pleurer, des gros costauds en train de chialer. Et ouais, tu te dis, pourquoi je suis là, quoi, je pourrais être ailleurs. C'est vrai qu'on sert beaucoup de son corps et de manière... on le respecte pas vraiment, en fait. Et je m'en sors bien, comme je dis, j'ai jamais été mis KO, mais c'est vrai que déjà le matin, quand je me lève, ça croustille, comme je dis, quoi. Il y a tout qui craque un peu. Et mes pires blessures, j'ai cassé ma cervicale, C4, donc ça me fait des torticolis. J'ai cassé mon nez 7 fois, j'ai cassé mes 2 mains 5-6 fois, et j'ai l'oreille qui est abîmée. Bon, ça reste superficiel, mais je pense que c'est l'usure vraiment articulaire, mais j'aurais très bien pu me le faire en étant manutentionnaire aussi, donc... bon. Je garde des souvenirs forts de tous mes combats, mais dans la victoire, un bon souvenir, c'est ma victoire face à Paulo Filho. Une de mes idoles et que j'ai eu la chance de combattre et de battre. Et dans les défaites, une défaite qui m'a bien plu, c'était en Louisiane contre un Brésilien qui s'appelait Miguel Falcão, qui était vraiment un assassin au vrai sens du terme, quoi. Ce gars-là, il faisait peur. Il avait 33 victoires par KO. Il a eu des démêlés avec la justice. Enfin, c'était le stéréotype du bad boy, hein. Et j'ai perdu, mais déjà, je crois qu'il était sur 12 KO d'affilée, donc on donnait pas cher de ma peau, et ça a été jusqu'à la décision. Et j'ai fini le visage entaillé de partout, et c'est un bon souvenir parce que je lui ai vraiment rendu la monnaie de sa pièce, et les 10 dernières secondes, on échange coup pour coup, et on se prend dans les bras, et c'était vraiment une belle défaite. J'étais fier de ma défaite, quoi. Et à la suite de ça, il y a le patron de l'organisation, dont j'ai oublié le nom, qui est un riche homme d'affaires qui m'a dit « Super combat, qu'est-ce que tu veux Norman ? Ce que tu veux. » Donc vous comprenez ce que vous voulez par le « ce que tu veux », il est large. Hein. Et je pense que c'était vraiment ce que je voulais. Et j'ai demandé, ce qui me ferait plaisir, c'était « hot bath and a vodka ». Et j'ai eu une très belle suite avec un bain chaud et un verre de vodka, et je me suis endormi dans mon bain. C'est vrai qu'il y a un truc assez identitaire dans le rapport à la victoire et à la défaite. Et ça, c'est un truc que je dois au MMA, le rapport au public et l'amour d'autrui et tout l'amour propre. C'est que c'est très... Ça dépend vraiment de la performance et qu'au final, c'est une illusion. Parce que j'ai souvenir, après Paulo Filho, j'avais fait la fête et j'avais plus de 900 appels en absence, quoi. Je pensais pas connaître autant de monde. Et quand j'ai combattu, je crois que c'était 7 mois après, c'était dans un pays... anglo-saxon, et j'ai perdu. Et j'avais 4 appels ce jour-là, dont 3, c'était ma mère. Donc je pense que ça résume bien la condition d'un performeur et qui ne doit pas trop s'attacher à ce genre de choses. Alors, récemment, j'étais chez un ami à moi qui est chanteur, un mec chouette, et il me disait, regardez mes combats, il me dit, mais t'es un malade de faire ça, t'es taré, faut être malade pour faire ça, alors que moi je sais que de par sa profession, il va dans des introspections et des mises à nu qui sont tout autant, si ce n'est plus. Donc moi ça me fait sourire venant d'un mec comme lui.
Je lui ai dit que je préférais avoir un bras cassé qu'un cœur brisé. Il y a des plâtres pour les bras. J'ai jamais été mis KO, parce que c'est la preuve qu'il y a un dieu pour les fous, ça. Déjà, il faut savoir que le KO, il est jamais cherché. Tous les boxeurs qui cherchent le KO, c'est quelque chose qu'on vous apprend très vite à la salle. Il faut jamais le chercher. Il y a cette phrase qui revient, ne cherche pas le KO. Parce que quand on le cherche, on devient imprévisible, on tape fort, on s'expose. C'est vraiment quelque chose qui se fait... Le coup qui met KO, c'est le coup qu'on voit pas. C'est le coup que l'adversaire n'a pas le temps de lire. Et ça implique beaucoup de relâchement. Et quand ça arrive, il y a un peu un côté... C'est comme si la pluie s'arrêtait, quoi. C'est que tout le combat, vous êtes sous un orage, vous savez pas ce qui se passe, et d'un coup, hop, soleil, fin, je suis au sec. Voilà, c'est ça le KO. Un KO qui est assez spectaculaire que j'ai infligé à mon adversaire, quel vilain mot. C'était contre Jack Mason à Londres, sur un coup de genou sauté, quoi. Ça, j'appelle ça une papinade. The flying knee is finally effective for Norman Paresi, and he jumps on Jack Mason, a series of vicious elbows. He's landing ground and pound at Jack Mason. C'est une papinade en pleine dent, quoi. Bam. La défaite, c'est terrible, hein. La défaite, c'est une mort. La défaite, c'est un deuil. C'est votre monde qui s'effondre, et un côté, ça fait dramatique quand je dis ça, et on le montre pas, souvent on se cache, parce qu'on n'a pas envie d'emmerder les gens avec ça, et il y a bien pire dans la vie. Mais quand vous avez mis tant d'énergie dans un projet et qu'il se casse la gueule, c'est votre rapport à vous-même, c'est votre identité, c'est perdre... Vous perdez un morceau de vous, et ça prend du temps. Le shoot de la victoire, et je pense que c'est de la drogue dure, c'est pour ça que beaucoup de boxeurs ont du mal à arrêter. Sachez que quand les boxeurs font ce que vous appelez un combat de trop, ils le font sûrement pas pour vous, et ils le font parce qu'ils ont besoin de le faire, et parce qu'ils sont accros, et c'est parce qu'ils aiment, et inconsciemment, beaucoup savent qu'ils vont au casse-pipe, mais c'est ce qui les anime, et c'est rarement pour l'argent, c'est juste que c'est une drogue très très puissante d'avoir son bras levé sur ce ring suite à tellement de mois de souffrance et de peur et de doute, et d'y arriver, on n'y arrive jamais seul parce qu'il y a une équipe derrière nous. Mais quand on perd un boxeur, quand il se ramasse, il peut pas dire qu'on lui a pas fait la passe, il peut pas demander au coach de faire un remplacement. Et à l'inverse, quand on gagne, il y a quand même un truc assez narcissique, de je l'ai accompli. Et cette adrénaline, c'est assez dur à décrire. Je pense pas me souvenir de tous mes titres. Hein. J'ai fait beaucoup de compètes de grappling, de lutte, amateur, pro, j'ai fait de la boxe thaï, j'ai fait de la boxe... Mais bon, les titres, c'est pareil, ça a une valeur quand vous le faites, ça vaut le monde pour vous, mais une fois que vous les avez... Voilà, c'était plus le chemin qui était intéressant. Moi, j'ai des trophées, aujourd'hui, ils me servent de cendrier. Hein. Quand vous avez fait 17 ans d'un sport comme ça, c'est vrai que dans la société, comme CV, quand j'ai essayé de bosser un peu, hein, j'ai été manutentionnaire, j'ai fait de la sécu, mais comme CV, dans des entretiens, je sais me battre, voilà. Il n'y a pas beaucoup de boulot, on a besoin de vous en finale. Hein. C'est pas très utile, la bataille est finie, et je me voyais pas faire la Légion. Alors aujourd'hui, oui, j'ai la chance d'avoir un statut déjà, c'est une première pour moi, je suis intermittent du spectacle. Je n'ai jamais eu de statut par le MMA en France. Et grâce à des anges gardiens et le hasard de la vie, aujourd'hui je suis acteur. Et je pense que je sais me servir de mon corps et j'ai un certain instinct qui fait que je me suis trouvé là et ça me plaît. Chaque mois quand l'intermittence arrive, je me dis qu'ils se sont trompés, qu'ils vont arrêter. Hein. J'ai l'impression de... J'ai tellement été habitué à l'école dure où il fallait se casser des os pour avoir une pièce. Là je dis ah bon, vraiment Mais bon, un jour ils vont bien finir par arrêter de me la filer. Le cinéma, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais prévu comme le MMA, mais ça me fait une boule agréable dans le thorax quand j'y pense et quand j'y suis. Ouais, ça me fait chaud dans la poitrine quand je suis sur le plateau et je retrouve cette notion d'incertain, d'être à l'écoute de l'autre, d'être à l'écoute de tout, de mon corps, de l'invisible, et ça me plaît énormément. Et grâce à des anges sur ma route, j'ai pu toucher un petit peu
et notamment récemment tourné grâce à Catherine Corsini, que je tiens vraiment à remercier, qui m'a donné un très joli rôle dans un film qui sortira l'année prochaine. Elle m'a vraiment poussé dans les retranchements et je pense qu'elle m'a peut-être pris pour ça, parce qu'elle savait que je pourrais gérer ça. Et je me rappelle de mon premier jour de tournage où je devais jouer avec un bébé de 4 mois dans les bras et elle me gueulait dessus en me disant « Mais le bébé joue mieux que toi, t'es nul, t'es là pour la cantine, t'es pas en vacances. » Et moi, ça m'a fait du bien bizarrement, parce que j'ai compris ce qu'elle voulait faire. Comme mes entraîneurs m'ont toujours dit « T'es lent, ma grand-mère frappe plus fort ». C'est vrai que c'est une mentalité qui me parlait et pour obtenir, je pense, une électricité, j'espère qu'on a réussi. Enfin, moi, le rôle vraiment que je fantasme, ça serait de jouer un travesti ou un transsexuel ou voilà, des choses loin de moi, ou des hommes, et l'homme a tellement de prismes. Le théâtre, je n'ai jamais eu l'opportunité, mais je ressens vraiment ce côté scène, parce que le ring est une scène et j'ai aimé cette notion de vérité dans la prise unique. Et j'adorerais connaître cette sensation, évidemment. Là, il y a eu un événement de MMA à Bercy récemment. J'ai failli y participer, mais le fait qu'il n'y ait pas de public, pour moi, n'est pas concevable, en fait. Parce que sinon, c'est une bagarre de parking. Et je pense que les gens du théâtre ressentent ça. C'est un échange complet. Et on se dépasse de par le public qui nourrit. Et ça doit être quelque chose de formidable d'être sur les planches, ouais. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé les mots. Et dans mes préparations, souvent j'étais seul, dans des endroits où il n'y avait pas forcément de télé ou de gens avec qui parler. Et un bon bouquin, c'est un bon ami, hein. Ça tient compagnie. Souvent même dans les vestiaires, il m'arrivait de lire, parce que ça me recentrait. Et c'est puissant, et je me suis rendu compte assez tôt de la puissance de l'écrit. J'avais cette conversation il n'y a pas longtemps. Quelqu'un m'a appelé champion et je lui ai dit « Mais je suis plus champion ». Il m'a dit « Tu sais, en politique, quand tu as été ministre, ou toute ta vie, on t'appelle ministre ». Pour moi, c'est une page qui est tournée. Je mourrais boxeur parce que c'est dans mes gènes, mais au quotidien, ma tête, elle n'y est plus du tout. Je regarde pas ce qui se passe. Et c'est vrai que ce qui m'anime, c'est plus de créer, de témoigner, Ça m'a laissé beaucoup de choses, toutes ces années d'exploration, et j'ai envie de les cracher. Est-ce que c'est égoïste pour m'en purger? Est-ce que je peux pas garder tout ça? C'est trop de choses accumulées. Et c'est vrai que l'écriture est venue naturellement. J'écris des petits bouts de phrases qui veulent rien dire. J'écris des chansons, j'écris des poèmes, je me suis mis au piano. Et j'espère que ça prendra forme d'une belle manière. Je cherche la liberté, c'est utopique, mais j'espère que ça passera par là et que j'aurai pas à retourner sur les rings, ouais. Arte Vraiment. Radio. Il paraît qu'on est tous fous avec une vie pour se guérir, donc il y a encore le temps.